Cette semaine, à Info TV Laval, nous avons Jean-Jacques Lapierre qui nous présente le parcours de son invité Pierre Antian. Nous avons Vicky Volikakis, chronique 20. Nous avons Marie-Michel Limoges, qui est l'invitée spéciale de Cybèle Olivier. Ruxandra Georgescu nous parle des postures de yoga détox. Michel-Olivier Marcoux, les erreurs à éviter pour les investisseurs, donc chronique financière à ne pas manquer. Nicolas Vincent Poirier nous parle de Spider-Man Into the Spider-Verse et Mortal Engines qui paraîtront sur les mêmes marchés simultanément. Et nous avons Myriam Bonneau-Lefebvre qui nous parle des jeux d'évasion Codex. Alors, vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1, on envoie la sauce. Aujourd'hui, on commence l'émission avec Myriam Bonneau-Lefebvre. Salut, Myriam. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir de venir dans mon beau salon fraîchement décoré. Voilà, c'est festif. Donc, tu viens nous parler des jeux d'évasion Codex. Oui. Donc, jeux d'évasion Codex. Premièrement, les jeux d'évasion, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grosse tendance depuis les 10 dernières années. C'est très populaire un peu partout à travers le monde. Oui. Ça a parti vraiment il y a une dizaine d'années au Japon, mais ça a vraiment pris racine en Europe. Puis après ça, ça a vraiment fait des petits un peu partout. Ça fait à peu près 4 ans que le premier jeu est à Montréal, dans le Vieux-Port. Donc, depuis les 4 dernières années, on a fait des avancées énormes au Québec en jeux d'évasion, ce qui fait que les jeux qui ont ouvert il y a 4 ans puis les jeux qui ouvrent maintenant, c'est à des kilomètres, à des années-lumière. Oui, absolument. Et puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un jeu d'évasion, de quoi on parle au jeu? On se regroupe un groupe d'amis, un groupe de collègues de travail, on se réunit dans vos locaux, puis qu'est-ce qui se passe dans vos locaux? Bien, en fait, un jeu d'évasion, c'est un jeu grandeur nature intérieur immersif. Donc, ce que je veux dire par grandeur nature puis immersif, c'est que c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un jeu de VR. Vous rentrez vraiment dans une pièce où il y a une scénographie qui a été faite. Le décor a été créé vraiment pour vous immerser dans le thème choisi. Puis ensuite, vous devez travailler en équipe, coopérer le plus possible, puis user de observation, logique, déduction pour tout résoudre les énigmes, les puzzles et sortir soit de la pièce, parce que des fois, c'est ça le but, ou des fois, c'est seulement d'investiguer, de trouver des informations, puis ensuite, de vous rendre jusqu'à la fin de l'histoire. OK. Pour les plus vieux qui sont à l'écoute, ça peut ressembler un petit peu aux étapes de Fort Boyard, l'émission de l'époque. Il fallait résoudre des énigmes, trouver des objets, trouver des clés pour pouvoir finalement sortir de là. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, là. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe, puis c'est drôle que tu mentionnes ça comme ça, parce que quand on a commencé à parler qu'on voulait ouvrir Codex, là, les gens dans ma famille comprenaient pas trop, les plus vieux surtout. Puis je disais, c'est comme un Fort Boyard, mais pour l'esprit. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'épreuves physiques. La tendance va de plus en plus à avoir des trucs d'adresse ou un petit peu de challenge physique, mais c'est surtout mental. C'est surtout de la logique. Donc, c'est des énigmes, vraiment des trucs. Il faut se creuser la tête, regarder dans la pièce s'il n'y a pas des indices. Écoute, c'est tellement varié le type d'énigmes. J'ai une fois en particulier, on a fait 2 jeux back-à-back à la même place. J'ai été super utile le premier jeu, mais j'ai été vraiment pourrie le deuxième. Fait il y a vraiment des types d'énigmes pour tous les types d'intelligence puis pour tous les types de personnes. Donc, des fois, il y a un jeu qui va être plus adapté à certaines personnes. Puis des fois, il y a un jeu qui, tu vas avoir plus de misère parce que c'est moins ton type d'intelligence. OK. Et puis, parle-moi les types de gens qui vont dans les jeux d'évasion. Généralement, c'est qui vos clients qui, jusqu'à maintenant, visitent vos installations? C'est assez varié. Honnêtement, on a de tout, des familles, des collègues de travail, parce que c'est excellent pour le team building. Ça t'oblige à travailler en équipe et à apprendre à te parler, à communiquer, à t'écouter. Donc, des nouvelles équipes, des gens qui se rajoutent dans une équipe, c'est une belle idée, ça? Oui, c'est super. Surtout comme là, dans le temps des fêtes, on en a beaucoup, là, du team building. Oui, au lieu du traditionnel party de bureau. Exact.
Puis ça peut être aussi des groupes d'amis. Là, il y a vraiment de tout, puis de tous les âges. Là, c'est surprenant. Et puis, il y a des nouveaux au niveau des énigmes. Oui, il y a des nouveaux. Il y a des niveaux, oui. Oui, il y a des niveaux d'expertise. Là, c'est pas tout de suite, là, on rentre, puis c'est insoluble là, pour un jeune bambin ou... Pour les enfants, c'est peut-être moins une activité intéressante. Il y en a des jeux qui sont bâtis plus pour les enfants. Mais chez vous, c'est plus adulte. Oui, bien, on recommande ados et plus. OK. En général, dans la plupart des places, les enfants vont vraiment aimer tout ce qui est scénographie, vont être très bons dans tout ce qu'on appelle du chercher-trouve. Ouais. Donc, fouiller, trouver des affaires, ou des fois, ils vont être surprenants comment ils vont voir des choses que les adultes pensent trop loin puis manquent complètement. Donc, des fois, les enfants peuvent être vraiment surprenants, mais en général, c'est ado-adulte, parce que oui, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Combien de gens il faut être? J'imagine que si moi je me pointe là avec mon copain, on peut pas juste se pointer chez vous et dire hey, on veut faire des énigmes. Là. Ça dépend. OK. Il y a beaucoup de places où c'est faisable à deux. Mon conjoint, qui est un des copropriétaires de Codex aussi, on en a fait tellement à deux. C'est faisable, mais chez nous, on conseille de 4 à 10 personnes. Okay. On a des salles qui sont plus grandes que la moyenne, donc on peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Généralement, c'est jusqu'à 6, 8 poussées, puis rendu là, c'est un petit peu chaotique. Ça commence à être chaotique. Il y a trop de chefs passés d'Indiens. Exact. OK. Et puis, les aventures les plus immersives au Québec, on parle du tombeau spatial, la nuit du loup et du serpent, et de l'autre côté. Je vais juste en parler, puis le poil d'herbe, c'est comme des titres qui sont bien choisis. Qu'est-ce que ça représente au juste ces titres-là versus le tableau qu'on peut s'attendre dans la vraie vie à résoudre? Le tombeau spatial, en fait, nous, notre prémisse de compagnie, c'est qu'on recrute des agents Codex qu'on envoie dans différents univers parallèles pour résoudre des failles qui peuvent avoir une répercussion sur notre univers à nous. Donc, les joueurs deviennent des agents qu'on envoie résoudre des problématiques. Dans le tombeau spatial, c'est un univers où les gens ont eu un contact avec les extraterrestres et maintenant, les gens vivent tellement vieux à cause de la technologie. Surpopulation, ils ont besoin d'aller chercher une nouvelle planète. Donc, on a une dernière transmission qu'on a interceptée de ce vaisseau-là, puis on n'a plus de nouvelles du coup. Donc, on envoie nos agents Codex analyser la situation, prendre des informations, puis ensuite faire les choix appropriés par rapport à ce qu'ils vont trouver. Mais c'est bien le fun. Oui. C'est vraiment immersif, comme tu dis. C'est vraiment immersif. Donc, aussitôt qu'on retourne dans notre imaginaire, sans soit peu, là, on peut très, très bien s'y prendre au jeu. Oui, c'est ça le but. Pour nous, tout est important, autant l'histoire que la scénographie, que les puzzles en tant que tels, parce qu'un jeu qui est magnifique, mais que les énigmes ne font pas de sens ou sont trop difficiles, trop faciles, bien là, tu vas en avoir une belle expérience, mais après ça, tu vas y repenser, ah oui, tu sais, il y avait peut-être ça. Fait que nous, on essaie, je ne veux pas dire qu'on est les seuls à faire ça parce qu'il y a vraiment des magnifiques jeux au Québec, mais pour nous, c'était tellement important d'aller chercher tous ces éléments-là puis que tout soit fort, qu'il n'y ait pas un élément faible dans la pièce. Qu'il n'y ait pas de maillon faible. Exact. Donc, Codex, escapegames.com pour les gens qui veulent en savoir plus sur le jeu. Et aussi, vous êtes... on peut vous trouver sur Facebook. Oui. Et sur Facebook, c'est quoi l'adresse? Vous avez 2 adresses. Bien, en fait, vous pouvez nous trouver avec soit Codex Escape Games ou Jeux d'évasion Codex. Parfait. Bien, Myriam, un gros merci d'être passée à l'émission. Merci à vous. Puis, on invite les gens au défi. Oui, absolument. Merci. Nicolas Vincent Poirier, chronique cinéma de chez Cinébuzz.com. Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Alors, cette semaine, tu nous parles encore d'une franchise Spider-Man. De 2 franchises. Oui. Ben, d'une future franchise, en tout cas. Peter Jackson l'espère. L'espère bien, parce que ça va remplir son porte-monnaie si ça fonctionne bien. C'est ça, on parle de Mortal Engines et Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui. Il me semble que j'ai vu des petits dessins animés de ça, c'est possible? Oui, tout à fait. C'est un dessin animé. Et maintenant, c'est une période de l'année un peu comme l'été, où là, les gros blockbusters vont sortir. Et que justement, 2 blockbusters comme ça soient à l'affiche la même fin de semaine. C'est Mortal Engine qui veut se tailler une place parmi les blockbusters, parce que bon, c'est basé sur 4 romans qui ont été publiés entre 2001 et 2006.
Et dans le fond, pour ceux qui n'auraient pas vu ça, ces bandes annonces-là, dans le fond, on imagine Mad Max, mais on remplace les véhicules par des villes. C'est un futur post-apocalyptique où les gens vivent dans des villages ou des villes sur roues qui se déplacent. Et évidemment, bon, une des plus grosses villes, Londres, attaque un C'est ça, c'est que petit les villes se village déplacent, sont comme des C'est ça. grosses machines qui se déplacent puis qui attaquent d'autres villes. Puis C'est ça. C'est là pas du pouvoir de ce qui reste de l'humanité, genre. C'est ça. Ce film-là, quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, le concept est super, sachant que ça vient de Peter Jackson qui a pris son équipe de Lord of the Rings puis le Hobbit. Ça peut juste être bon. Ouais. Finalement, jusqu'à date, le film est sorti en Angleterre en premier. Les réponses sont, C'est mitigé, oui. c'est assez mitigé. Est-ce que le film va devenir une franchise? C'est sûr que le but, c'est ça, tu sais. Je suis pas sûr. Mais quand même, c'est un petit budget si on le compare à d'autres grandes D'autres films de franchises. Peter Jackson ou C'est d'autres ça. films? en D'autres général? films de Peter Jackson, Ouais, d'autres parce qu'il y avait- futurs blockbusters ou gros blockbusters. Écoute, on parle de 100 millions de budget pour ce film-là, ce qui est quand même très petit quand même. Là. On prend le dernier James Bond, qui a coûté 250 millions de dollars à faire. Ça fait que là, tu sais, Oui, mais James Bond, c'est déjà une franchise qui fonctionne depuis 40 ans. C'est presque une valeur sûre, à moins de faire vraiment un film très mauvais. c'est sûr, mais quand même, on met 250 millions de budget pour le film. On rajoute le même montant, sinon un peu plus pour la distribution, la publicité. Et là, il faut, si on arrive juste, on perd pas d'argent, on gagne pas d'argent, ben tu sais, c'est Ça pas vaut pas le coup. un investissement incroyable. Donc, quand on parle de James Bond, on parle de quoi? 500 millions, un peu plus qu'il faut atteindre au box-office. On parle de 2 à 3 fois le budget initial. Donc, ça fait beaucoup d'argent. À 100 millions, la barre est moins haute. Mais le film fait compétition avec Une franchise qui est très Spider-Man. forte, ben oui. C'est ça. Ben, tu sais, Sony qui détient les droits de Spider-Man et qui doivent à tout jamais faire, je sais pas, Ils y tiennent mordicus. 4-5 ans, faire un nouveau Spider-Man ou un film sur un des personnages de l'univers. Sinon, On ben, rappelle dans leur contrat, c'est lié. C'est S'ils ça. le font pas, ils perdent l'accès à l'univers. c'est ça. Tous les droits reviennent à Marvel et Sony n'ont pas beaucoup de grosses franchises, donc c'est à leur avantage à eux de garder ça le plus longtemps possible. Heureusement, avec Venom cet automne, Ils se sont refait les poches. oui, tout à fait, Un peu. mais tu sais aussi, ils vont être capables d'en faire d'autres films Venom et bon, est-ce qu'ils vont... Ouais, ça justifie une franchise ou du moins un deuxième. C'est ça. Et dans ce cas-ci, le but, c'était de créer quelque chose d'autre de l'univers de Spider-Man. Et le concept est très intéressant Ouais, parce le que... masque peut être porté par différentes personnes, c'est ça? C'est ça, ben c'est comme c'est un dessin animé. Et dans cette histoire-là, il y a plusieurs Spider-Man de plusieurs univers différents qui se rencontrent. Le personnage principal, c'est Miles Morales, un des Spider-Man, un des plus récents Spider-Man, si ma mémoire est bonne. Ça fait OK, c'est peut-être- plus Peter Parker, ça fait un petit peu, là. il y a Peter Parker, mais il y a, dans les bandes dessinées, il y a Spider-Man, The Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man. Donc, chacun de ces bandes dessinées-là a un univers particulier. Sa propre petite branche historique. C'est ça. Donc, si je me rappelle bien, dans une de ces branches-là, Peter Parker est mort et Miles Morales est devenu le nouveau Spider-Man. OK. Et dans ce film-ci, c'est comme tous les univers se croisent et tous les Spider-Man, plusieurs Spider-Man en tout cas, vont se rencontrer et former une équipe ensemble. Donc, le concept est très intéressant. Et jusqu'à date, les critiques sont excellentes par rapport à ce film-là. Sony, pour une fois, bon, j'avoue que le premier Spider-Man en 2002 était bon, mais c'est rare que Sony, depuis les dernières années, disons, ils ont fait quelque chose de bien avec le personnage de Spider-Man. Et là, je pense qu'ils sont arrivés. Ah oui? Tu crois qu'ils ont rafraîchi le truc assez pour réunir tout ça puis tirer Oui, l'épingle du jeu? l'histoire est originale. Visuellement aussi, écoute, ça leur a pris 1 an à trouver le bon aspect visuel. Les 10 premières secondes, 10 secondes, ça a pris pas loin d'une année à faire parce que, bon, c'est très, très long. c'est un look que, en tout cas, moi, j'ai pas l'habitude J'ai jamais vu ce de look-là voir. avant. C'est ça, tu sais, est-ce que ceux qui sont fans d'animé ont déjà vu ça? Ben, peut-être que oui, mais moi, vu que je regarde pas ça, tu sais, non. Donc, le look est intéressant. Donc, c'est ça, ça a pris 140 animateurs quand même Wow. chez Sony à faire ça. C'est une énorme équipe. Ils ont vraiment mis le paquet là-dessus.
Et à la base, ça a commencé avec, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec Spider-Man qu'on n'a pas fait? C'est pas quelqu'un qui est arrivé chez Sony avec un concept incroyable. C'est vraiment, on fait un brainstorm, puis vers où ça s'en va, cette histoire-là. Ben écoute, si on fait juste voir dans les magasins, j'ai été faire un petit peu de magasinage ce week-end, et puis juste de voir les jouets de l'univers Spider-Man qui ont sorti, c'est fou, dans les magasins. Donc, on s'attend probablement à un gros succès là, du côté de Sony. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, maintenant, tous les produits dérivés, ça sort rapporte... avant le film. Oui, mais ça rapporte plus d'argent maintenant que le film, souvent. Donc, le film, là. c'est un prétexte pour vendre d'autres bidules. Exactement. Entre autres, Transformers, je me rappelle plus des chiffres, là, mais si il y en a plein, on combine tout ce que les films depuis 2007 ont remporté au box-office, eh bien, c'est bien plus que le double, si je me rappelle bien, qui ont ramassé en argent pour les jouets et tous les produits dérivés. Que ça a commencé avec un film que je crois que tu connais bien, Star Wars, qui a dû marquer ta vie au fer rouge, comme plusieurs fans de cinéma. J'ai jamais embarqué dans Star Wars, mais par contre, je connais l'histoire. Les jouets ont été produits dérivés, puis au départ, les figurines 3 pouces et 1 quart, c'était pas ça. C'était comme les grandes Barbie avant, comme les G.I. Joe, ces affaires-là. Puis c'est eux qui ont sorti ça. George Lucas, pour Star Wars, a demandé un pourcentage sur les produits dérivés, et à cette époque-là, les produits dérivés... Ah, tu sais, il peut en avoir, mais bof, ça fait pas grand-chose. Ça fait que, prends un pourcentage. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. C'est vraiment tous les produits dérivés. C'est lui qui a commencé ça. Bonne idée, Georges. Alors, on se revoit la semaine prochaine, puis avec un nouveau profil cinématographique. Je t'aime, Mike. Merci. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds « je t'aime Non mais t'es sérieux ?» Vas-y, je t'écoute. T'as vu, on est... Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. Chronique financière avec Michel Olivier Marcoux. Salut! Bonjour, ça va bien? Alors aujourd'hui, on parle des erreurs à éviter pour les investisseurs. Oui, exactement, parce que c'est facile de faire des erreurs en investissement, en finance. Oui, parce que c'est facile de perdre son argent quand tout le monde a son argent dans notre poche. Exactement. À la main dans notre poche. Bien, c'est ça, c'est facile de perdre des sous, puis ça peut être coûteux, surtout quand c'est de l'argent qu'on met de côté pour des projets comme des voyages, la retraite, s'acheter une maison. Donc, je vais essayer de prévenir que vous fassiez ces erreurs-là pour éviter de perdre des sous puis pouvoir prendre sa retraite, etc. OK. Je te mets la situation numéro 1. Le temps des fêtes s'en vient. On est autour de la table. C'est 25 décembre, c'est Noël. Puis le beau-frère commence à m'inviter dans ses conversations de gérant d'estrade de l'investissement. Qu'est-ce que je fais? Probablement qu'on peut juste sourire et dire oui, c'est bon, mais surtout ne pas écouter, c'est ça la bonne chose à faire, c'est ne pas écouter nécessairement les conseils, à moins que votre beau-frère travaille dans la finance. Puis même à ça, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'on devrait investir dans quelque chose que c'est nécessairement le cas pour vous. Un exemple de ça aussi, c'est des fois, on va dans les journaux, les actions qu'on devrait acheter, tout ça, les opinions d'experts, on devrait investir là-dedans, les FNB ou peu importe. Ça peut être vrai pour certaines personnes ou pour même la majorité du monde, mais c'est pas nécessairement... un certain temps, exactement. Le temps que les gens embarquent tous. C'est ça, exactement. Mais peut-être que pour vous, selon votre tolérance de risque, votre horizon de placement, votre expérience en investissement, c'est pas nécessairement une bonne chose d'investir dans ces actions-là ou dans ces fonds-là, tout simplement. Fait qu'il faut faire attention à qui nous donne un peu les conseils. L'idéal, c'est de suivre les conseils de votre conseiller financier parce que lui connaît votre situation mieux que n'importe qui. Puis aussi, c'est un expert. C'est sûr que des fois, on parle souvent du beau-frère. C'est un peu l'exemple typique. C'est l'exemple typique là, avec la bière sur le coin de la table qui connaît tout. Là. Exactement. Parce que j'ai entendu que telle compagnie va faire ça ou que les marchés vont faire ça dans la prochaine année. C'est facile à dire sur le coin d'une table, exactement, mais c'est pas lui qui va payer le prix si jamais ça fonctionne pas parce que c'est votre argent. Ça vient pas avec des garanties des confrères. Non, les conseils du beau-frère. Non, exactement. All right. Et puis, écoute, la notion d'investissement, c'est qu'on veut faire grandir nos avoirs, nos actifs. On aimerait ça se rendre au point que notre argent travaille pour nous. Ouais. Et puis, et des fois, le marché, ça va pas tout le temps comme un escalier mécanique. Ça va pas toujours en montant. Non. Donc, la meilleure chose à faire, quand le marché s'écroule, on vend tout et on panique. Non, pas vraiment. En fait, je sais que tu es sarcastique, mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui
qui vont être très émotifs, tout dépendant avec leur argent. Donc, des fois, les gens, ils se demandent comment ça fait qu'un mois, ça descend, ou 2 mois, ou 3 mois, des fois 6 mois, ça peut descendre. Ça arrive. On l'a vu dans le passé. On appelle ça les cycles boursiers. C'est normal que nos investissements, quand ils sont investis à la bourse, ça monte et ça descend. Sur le long terme, ça va monter. C'est normal. C'est comme ça. Par contre, il ne faut pas s'inquiéter qu'un mois ou 2, ça descende parce que ça fait partie de la game un peu, si on veut. Puis, surtout que souvent, ces gens-là qui s'inquiètent pour un mois ou 2 sont investis sur le long terme. On est investi sur le long terme, mais on s'inquiète sur le court terme. Ça ne fait pas vraiment de sens parce que, dans le fond, c'est une stratégie qui est à long terme. Il faut vraiment faire confiance à la stratégie qui a été mise en place. Donc, faut vraiment voir nos placements comme, oui, ça se peut que ça descende pendant un petit bout, mais sur le long terme, ça va remonter. Et il faut pas s'inquiéter pour ça. Il ne faut pas penser non plus que si ça montait tout le temps, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si ça ne monte pas tout le temps, moi, je n'aurais pas de travail. Comme conseiller financier, ça serait facile. Tout le monde pourrait investir, ça ferait juste monter, puis on s'en laverait les mains, puis tout le monde serait probablement riche parce que ça ferait juste monter tout le temps. Comme tout le monde serait riche, il y aurait une crise hyper-inflationnaire, puis tout coûterait plus cher, on serait cassé pareil. Exactement. Fait que le marché se régularise lui-même. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur le court terme. Il faut avoir une vision à long terme, surtout qu'on est investi à long terme. Oui, mais ça va quand même contre l'instinct naturel qui est normalement de « Hey, je mets mes sous là, ils sont précieux souvent. » On dirait que moins on en a, plus ils sont précieux souvent. Et puis, c'est ça, ouais, c'est une bonne notion de savoir que ça va un petit peu contre l'instinct. Le moment où tu prends ta petite panique parce que tu as vu qu'à C'est pas le facile dropper. de paniquer, mais il faut vraiment être rationnel. Puis peut-être parler avec votre conseiller financier qui, lui, est très rationnel, qui va pouvoir vous aider. Donc, c'est Qui en a vu d'autres. Qui en a vu d'autres tempêtes, puis qu'il va en avoir d'autres tempêtes aussi dans les prochaines années, dans les prochains mois, mais ça fait partie d'investir en bourse. OK. Et puis, tenter de prédire le marché, qu'on y aille avec notre médium favorite, qu'on y aille avec nos chiffres gagnants de 6,49, ça se fait pas, là. Ça se fait pas Quelqu'un qui exactement. vous dit, écoute, investis avec moi, je sais exactement quand sortir du marché. Moi, je vais sortir avant que la bulle pète. C'est ça, faudrait s'inquiéter parce que quelqu'un qui a une boule de cristal, vous me donnez son numéro de téléphone parce que je vais l'appeler, ça va m'aider dans mon travail et aussi avec mes investissements. Il y en a plusieurs qui en ont, mais ils ont souvent tort. Oui, exactement. Ça se peut qu'on ait raison à plusieurs prédictions à court terme. Mais à long terme, il n'y a personne qui a toujours raison. Il y a des compagnies, des firmes qui ont des équipes d'experts, qui ont des diplômes des meilleures universités, qui ont des CFA, qui ont tout ce qu'il faut pour réussir, pour prédire le marché, puis ils ne réussissent pas à prédire le marché tout le temps. Donc, je pense pas que n'importe qui peut prédire le marché. Puis même à ça, il ne faut pas tenter de le prédire, il faut juste avoir une stratégie qui est adaptée pour nos besoins et qui va faire son travail sur le temps. C'est sûr que si on est investi, on achète une maison dans un an, puis on va dans quelque chose de super risqué, bien, ça se peut qu'on se retrouve avec pas assez de sous parce que ça se peut que le marché plante, ça arrive, OK? Donc, mais si tu te dis, non, c'est sûr que ça va monter en prochaine année, puis finalement, ça n'arrive pas, mais tu sais, c'est pas mieux. Donc, essayez pas de prédire le marché, ça se peut pas prédire le marché. Ça se fait pas. Il faut investir avec la stratégie qui nous convient. Et, surtout, il y a tellement de facteurs maintenant, là, le dollar le canadien, je veux dire, l'or, il y a tellement de facteurs à travers le monde. C'est tous des micro-facteurs qui sont interdépendants qu'en le voyant dans le journal du matin ou sur notre iPad le matin, on voit des chiffres, mais on n'a pas toute l'histoire. C'est ça, on n'a pas toute l'histoire derrière ça. Donc, il faut faire attention à essayer de ne pas prédire le marché boursier. Parfait. Et investir dans ce qui est à la mode. Les bitcoins, on a entendu parler dans les dernières années que c'était le futur. Avant ça, il y a eu tous ceux qui voulaient qu'on investisse dans les genres de trucs où les reverse mortgage, des trucs comme ça. En 2007-2008. Oui, il y a toujours des tendances qui viennent. On a après entendu parler des compagnies de marijuana qui étaient bien à la mode. Il faut faire attention à ce qui est à la mode parce que c'est pas parce qu'on en entend parler que c'est le temps d'investir. Il est peut-être déjà trop tard. Souvent, quelque chose qui vaut la peine d'être investi, c'est quelque chose qui est à ses débuts, tout simplement. Avant qu'on entende parler à la télé. Exactement, avant qu'on entende parler à la télé, avant qu'on entende parler même dans le milieu de la finance. Il faut être vraiment à l'affût. Puis aussi, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est à la mode, que c'est nécessairement quelque chose dans lequel vous devriez investir. Peut-être qu'on devrait aller vers un autre type de placement pour vous. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Moi, quand j'entends parler des bitcoins, plein d'autres choses comme ça, je me dis, ça va être la fin approche parce que si je m'en fais parler de tout le monde, c'est que le buzz est parti. Le buzz est parti puis que c'est probablement trop cher pour ce que ça vaut réellement. OK. Et puis, le dernier point, c'est ne pas prendre le temps pour regarder ses finances. Ben écoute, ça, c'est 101.
Une grosse, c'est ça. Je termine avec un peu la base. Beaucoup de gens prennent beaucoup de temps pour magasiner des voyages en ligne, puis regardent, puis comparent, puis tout ça. On compare toutes les spéciaux. Exactement. Puis, hey, j'ai trouvé un Airbnb 5 moins cher. C'est ça, puis une exactement. pièce de Puis plus. là, mon billet d'avion me coûtait 100 moins cher. C'est parfait, c'est super. Par contre, ils prennent pas le temps de faire un budget. Ils prennent pas le temps de planifier leur retraite, de regarder combien d'argent ils vont avoir besoin pour leur retraite. Puis c'est pas, on parle pas de 100 $, on parle de milliers de dollars. Donc Des dizaines et sinon des centaines. Exactement. Donc, ça peut être, c'est pas besoin d'être super long. Prenez le temps d'aller voir votre conseiller financier, prenez le temps de faire un budget, tous des petits trucs comme ça qui vont faire une différence en bout de ligne. Bien, Michel-Olivier Marcoux, un gros merci. Donc, on se revoit au retour des fêtes la saison prochaine. Donc, joyeuses fêtes à toi et ta clientèle. Merci beaucoup. Merci. Chronique yoga avec Ruxandra Georgescu de chez Dolem Yoga. Namaste, chérie. Ça va? Ça va, toi? Oui. Alors, on parle de détox, on parle de trop manger, trop boire. Pourquoi est-ce que les gens mangeraient trop et boiraient trop dans le temps des fêtes? Je m'imagine bien pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment la tradition. Je pense que c'est rendu une tradition. On s'en Oui, va partout dans nos familles. Tout le monde cuisine trop, tout le monde se bourre. Paraît même que rendu au 2-3 janvier, il y a des boutons qui ferment plus, il y a des magasins qui doivent revendre des vêtements d'une grandeur plus grande. Il y a des remboursements qui se font, hein? Et voilà. Des cadeaux de Noël qui rentrent peu. Et voilà, mais toi, tu as des trucs pour nous, pour éviter de trop empiler les... Peut-être pas... Bien, il y a toujours le yoga. Oui, il y a toujours le yoga chaud chez Idolem On fait sortir qui va les faire toxines. qu'on va perdre le poids qu'on a pris si on a pris du poids puis on a trop mangé. Hein? Voilà. Mais ça, c'est après les fêtes. Après les fêtes. Mais Ça, pendant c'est la les fêtes. résolution. Oui, la résolution qu'on tiendra. Avant les résolutions, Ouais. on est dans l'abus un peu, si on veut, pendant les fêtes. Hein? On mange, puis on mange... On mange. Tu sais, les bûches de Noël, c'est du dessert. C'est Des du fois, t'en dessert. prends 2 morceaux. Puis Si t'en prends 2 morceaux, des c'est fois- du gros dessert. Fait que- Alors, qu'est-ce qu'on fait pour, justement, essayer d'évacuer tout ça, là, puis se sentir bien malgré qu'on a abusé de la dinde et des bonnes choses? Ben, j'ai des postures. Fait que on mange trop. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on devient soit trop plein, puis on a de la difficulté à éliminer, ou on devient enflé. Ça ferme plus, c'est ballonné. C'est ballonné. Ballonné, tu sais. Fait que ballonné, ça, c'est une posture qu'on peut faire n'importe où. C'est ça qui est le fun. Sauf Donc, qu'il on faut sent faire ballonné ou attention. pour prévenir, on peut faire cette On posture. se sent ballonné, puis on veut éliminer D'accord. des Toxine. toxines et des gaz, parce que les toxines, Oui, ça bien crée sûr. des gaz. Hein, Oui, et les oui. gaz qui restent en dedans, ça ballonne. Alors, un qui est bien le fun à faire, parce qu'on peut le faire n'importe où, parce qu'on est tous écrasés devant la TV en écoutant le bye-bye, Ouais. hein, ou Oui. des trucs comme Avec ça. les hein. restants de dinde. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une posture qu'on peut faire à la maison sur le sofa de n'importe qui. D'accord. Hein? Même le nôtre. Même le nôtre. Wow. Même à terre, même sur la chaise. Mais il faut faire attention parce que ça peut créer des échappements. Hein? Ça peut créer des situations conjugales compliquées. Oui, Voilà. et plus que juste conjugales. Hein? OK. Donc, un lendemain de cabane à sucre peut être évité ou évité en gang, là, mais Ouais, c'est ça. Assurez-vous que vous avez assez d'espace. beaucoup d'aération. et une bonne aération. Voilà. Alors, on se assoit, on se place les pieds sur le sofa, puis on se rapproche. Là, juste le fait de rapprocher tes cuisses de ta poitrine comme ça ici, t'inspires. Puis à chaque expire, tu tires tes cuisses un petit peu plus. En premier, ça étire ton bas du dos, ça fait super du bien. Puis en deuxième, ça fait compresser tous les organes de la paroi abdominale. Fait que tu encourages l'élimination des gaz. OK. Fait qu'après avoir fait ça pendant, mettons... Combien de fois on le fait? Tu écoutes ton bye-bye. Assure-toi que tu commences pas à le faire 5 minutes avant le décompte, parce que ça se peut que tu manques le décompte. Tu le fais un petit peu au début du bye-bye. tu serres pendant peut-être 10 respirations. OK. Puis là, je pense que... 10 Il y a des respirations trucs qui ou vont jusqu'à se- ce que la personne à côté ne puisse plus respirer. mesdames et Exact. messieurs. Et ensuite, hein, je pense que le relâchement, suivra D'accord. et fera du bien. Parfait. Ça, c'est une posture. Prochaine posture. Une posture qui aide l'élimination. Ça vient de l'ancien temps, parce qu'on n'avait pas des bols de toilette en porcelaine comme qu'on les connaît aujourd'hui. Ouais. On avait des trous dans le sol. On Pourquoi a qu'ils vu faisaient... ça. J'ai vu ça en Turquie, moi.
Moi, quand j'étais petite en Roumanie, chaque C'était fois qu'on comme ça. allait dans le camp, c'est là qu'on allait. OK. Puis, ça allait vite. Oui. C'est ça le but. D'accord. Le but, c'est que quand Ça tu as allait un vite. trou dans la terre et que tu t'assois autour du trou, hein, mais Ouais. là, on n'a plus de trou. On s'assoit Ouais. plus autour du trou, mais juste pour faire déclencher le système puis avoir une ligne droite OK. dans le système digestif, tu écartes tes jambes. Le plus que tu écartes les jambes, le plus que tu vas être flexible, puis le plus que tu vas être capable d'amener les fesses proches du sol. Fait que là, tu fais ton namasté, tu inspires, parce que c'est du yoga, et tu t'assois en expirant. Puis là, ici, tu mets tes coudes sur tes genoux, tu écartes tes jambes et tu étires ton tronc. Tu crées de l'espace. Tu inspires et tu laisses les fesses tomber encore un petit peu plus loin. Ça, ici, ça stimule la digestion. Fait que Voilà. ça, ici aussi, c'est pas à faire pendant le décompte, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de voir la nouvelle année Et voilà. arriver. Alors, ça, Ça, on c'est tient une ça combien de posture de digestion. Ça, on peut tenir ça pendant un autre 10 respirations, peut-être même juste 5. Ah, peut-être 3. Peut-être 3. Ensuite, si on a encore besoin un petit peu d'aide pour la Se digestion, relever. on met les deux mains à terre, à côté Ouais. des pieds, entre les deux pieds, puis on pousse les fesses au plafond. Ah, j'ai perdu mon hoodie. OK. On pousse les fesses. Fait que ça, là, on plie en deux, on compresse les organes. OK. Fait qu'une fois que tu es debout, tous les fluides vont commencer à récirculer avec une meilleure vitesse et un meilleur flot, un Bon, on flot le sent plus déjà, là. allégé. J'ai fait Puis, 3 respirations. ça aide beaucoup. Oui. Maintenant, pour trop de boissons, Oui, il trop faut de du boisson. détox. Oui, détox, Parce voilà. que juste au cas. Tu sais, ça ne doit pas arriver souvent, mais des fois, fois. on va prendre un verre un petit peu trop. Fait que détox, c'est tout ce qui est torsion. Quand tu twists la taille. Fait qu'on peut faire juste des torsions faciles comme ça. On OK. peut écarter les jambes comme ça, puis aller chercher la cheville d'un côté avec les deux mains. Puis là, tu tires sur ta cheville, puis tu regardes vers le ciel. Tu veux essayer de remonter De l'autre ton côté. bras de l'autre côté. OK. Puis, tu peux faire ça des deux côtés. C'est important de le faire des deux bords. OK. C'est important de le faire des deux bords. Une autre posture pour le détox aussi. On s'assoit. On allonge les deux jambes. On vient croiser les jambes comme ça ici. On met notre coude à l'extérieur du genou opposé. Tu mets ta main derrière toi, assez proche de ton dos. Fait que tu veux pas être comme ça ici, parce OK. que c'est une autre chose. Donc, c'est pas On une veut être pause là. pour le catalogue Sears. Non, c'est pas la chaise longue. Ah, d'accord. On est comme ça ici, on veut tout le temps avoir la colonne longue. D'accord. Tout le temps. C'est le but. D'accord. Puis là, on twist. On pousse avec le coude dans le genou, puis on twist, on twist, on twist. Puis encore une fois, c'est très important de faire les deux côtés, parce qu'on a deux reins. Ça va libérer les reins. Ça va compresser les reins. OK. Puis une fois qu'on les décompresse, le sang passe plus fort à travers l'organe. Fait que ça fait sortir le méchant. Ça OK. fait détoxifier, ça Ça promouvoit ça fait circuler. la circulation puis la santé du rein. Tout ça en buvant beaucoup d'eau, bien sûr. Ben, écoute, un gros merci, Exactement. Roxandra. Donc, Bon on s- yoga. Bon yoga. Et joyeuse fête. Je vais faire. Namasté. Alors, bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle du décollage de la fusée Soyouz qui a amené David Saint-Jacques en orbite autour de la Terre. Et pour en parler, j'ai avec moi mon invité, Marie-Michel Limoges. Bonjour. Bonjour. Donc, Marie-Michel, vous êtes responsable du contenu scientifique au Cosmodome et vous êtes aussi docteur en astrophysique. Oui. Là, j'aimerais que vous me parliez un peu, c'est quoi cette mission-là dont tout le monde parle? Bon, David Saint-Jacques s'est envolé pour 6 mois et demi, donc il va rester jusqu'en juin 2019 pour la Station spatiale internationale. Alors, c'est un des 3 astronautes qui va faire partie d'une mission à longue durée dans la Station spatiale internationale et il va, entre autres, étudier les effets de la pesanteur sur le corps humain. OK, donc lui aussi qui a un parcours assez spectaculaire. Hein? On Oui. sait qu'il est médecin aussi également, donc c'est pour ça, j'imagine que ça faisait de lui un bon candidat. Il s'entraîne depuis très longtemps Il s'entraîne également. depuis 10 ans.
Et puis 2 ans spécifiquement pour cette mission-là, où il a appris à piloter le vaisseau Soyouz parce qu'il était copilote du vaisseau Soyouz. Donc, il a appris ça spécifiquement dans les 2 dernières années. Et puis oui, il va agir comme médecin à bord, bien sûr, donc prendre soin du bien-être de ses coéquipiers. Il va aussi faire des expériences sur le corps humain en apesanteur, en particulier des expériences sur la désorientation, puis aussi des expériences sur la télémédecine. Donc, lui, il a été médecin dans les régions éloignées, dans le Grand Nord. Et puis, il connaît très bien ça, le fait de faire de la médecine à distance. Donc, il va participer à une série d'expériences là-dessus. Le Canada qui a développé une espèce de petite trousse d'analyse, entre autres, pour faire des analyses à distance. Puis aussi, une espèce de capteur pour le corps humain, mais qui est tout comme un gilet de sport. Puis donc, qui est plus facile à porter, puis qui permet aussi d'avoir les signes vitaux à distance. Wow, ça va être génial de voir ça. Mais je me demandais aussi, moi, ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est toute cette histoire de la conquête de Mars, notamment par Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui en parle beaucoup. Et je me demandais, est-ce que la conquête de Mars, c'est la prochaine grande réalisation pour l'humanité? Oui, en fait, avant, on parle beaucoup de retourner vers la Lune. Et puis, la Lune, ça va comme être le tremplin vers Mars. On parle aussi d'aller faire une mission habitée sur un astéroïde. Entre autres, David Saint-Jean qui a fait une mission pour se préparer à ça dans le cadre de son entraînement d'astronaute, où il était dans l'eau, dans les profondeurs. Et puis donc, avec SpaceX, une fois qu'ils vont avoir livré leur module habité pour amener des astronautes américains dans l'espace, on vise 2019 pour le premier vol, ils veulent amener des touristes en orbite autour de la Lune. Donc ça, c'est avoué, ils veulent le faire. Et puis ensuite, ils visent une première mission inhabitée en 2022 sur Mars et ensuite une mission habitée en 2023 sur la planète Mars. Mais moi, je me demandais, est-ce que c'est trop optimiste de penser à ça dans un futur qui est très récent, très proche? Bien, c'est un peu optimiste. Vous savez, il y a toujours des délais. Donc, déjà, pour le premier vol habité de SpaceX pour emmener des astronautes américains en orbite, il y a des retards. Donc, je crois qu'il y aura des petits délais, mais l'ordre de grandeur est bon. Donc, on y va, puis ça va se faire bientôt. Là. Ça, je pense que c'est optimiste, mais là, exactement quelle date, je sais pas. Ça risque de changer un peu. Oui, il faut prendre le temps de bien tester les vaisseaux. C'est d'humains dont on parle ici. Oui, là. oui, bien sûr. Et je me demandais aussi, qu'est-ce qui fait que la planète Mars est aussi convoitée, justement, pour aller l'habiter, pour aller la visiter comme ça? Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller. Mars en est un. Les planètes rocheuses, il y a Mercure qui est très chaude, Vénus qui est beaucoup trop chaude, il y a la Lune où on est allé et où on veut retourner. Puis il reste Mars. Donc, Mars n'est pas très loin de nous. Et puis, le climat pourrait être habitable. Il fait environ moins 60, donc ça pourrait être habitable. On cherche la vie aussi, hein? On sait qu'il y a eu des océans liquides sur Mars. On trouve de la glace d'eau sur Mars. Et puis là, on pense qu'il pourrait même avoir un immense lac sous une couche de glace. Donc, où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, on recherche la vie, on veut y aller. Et puis, ça serait le premier but des expéditions humaines. Puis aussi, pour explorer, comme on a exploré la Lune, là, pousser plus loin. Ouais. Qu'on se dit que ça peut être justement pour les touristes éventuellement. Puis justement, je me demandais, vous qui êtes astrophysicienne, est-ce que c'est un rêve pour vous d'aller dans l'espace un jour? Pas tellement, non. Non? Je connais beaucoup de mes collègues astrophysiciens, astrophysiciennes qui veulent être astronautes, qui ont fait partie du processus de recrutement ou que ça serait un rêve. Moi, non. Personnellement, non. Moi, les astronautes, je les admire pour leur courage, leur détermination. Je suis vraiment fascinée par ça, mais moi, ma place, elle est sur Terre, à expliquer comment ça se passe, l'espace. Là. OK. Ouais. Puis je me disais aussi, vous faites des camps de jour au Cosmodome. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement en quoi ça consiste et surtout, qu'est-ce que vous voulez apprendre aux jeunes qui viennent vous voir? On offre des camps de jour pendant la semaine de relâche et puis pendant les 9 semaines de l'été. Et puis, il y a toujours un camp de jour qui est plus actif entraînement d'astronautes. Et donc, cette année, c'est le camp de jour, c'est la thématique, ça s'appelle « Sur les traces de David Saint-Jacques ». Et donc, pour la semaine de relâche, David Saint-Jacques sera dans l'espace. Et donc, on va en parler beaucoup. On va parler de son parcours, comment on devient astronaute, c'est qui David Saint-Jacques en tant que tel, c'est quoi sa mission. Puis, on va réaliser des expériences scientifiques, tout comme lui va en faire dans l'espace. Puis, on va faire nos simulateurs d'entraînement d'astronautes. Oui, je voyais que c'était pour les jeunes jusqu'à 15 ans environ. Moi, j'étais un peu jalouse, j'aurais voulu faire ça. Je me demandais sinon, qu'est-ce qui est à suivre en 2019, que vous pourriez nous dire ça? Vraiment, il faut suivre ça. L'actualité scientifique, David Saint-Jacques. Ensuite, il y a la sonde InSight qui vient d'atterrir sur Mars fin novembre 2018, donc qui étudie tout l'intérieur de Mars, activité sismologique pour étudier les débuts des planètes rocheuses comme la nôtre. Il y a aussi la mission Osiris-Rex, qui est à l'astéroïde Bennu, qui est arrivé en même temps que David Saint-Jacques est arrivé dans l'espace. Ça lui vole un peu la vedette. Oui, puis ça, c'est une mission où on veut rapporter un morceau d'astéroïde, et puis le Canada en fait partie. Fait partie de ceux ils vont cartographier l'astéroïde en 3D.
Donc ça, c'est à suivre. Et qu'est-ce que ça fait, ça, pour en quoi c'est une bonne chose de cartographier ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Les astéroïdes, c'est des morceaux de planètes pas formés. C'est comme un retour dans le temps au début du système solaire. C'est des morceaux de planètes qui n'ont pas servi, donc ils sont originels. Et puis, on va envoyer des humains là-bas pour en prendre des morceaux pour les explorer. C'est un voyage dans le temps. Donc, la première étape, c'est d'envoyer un robot, en rapporter un petit bout avant d'envoyer des humains. Puis les cartographier, ça va nous permettre de mieux les connaître, comme si on y était. Est-ce qu'on a une idée de ça fait combien de temps, quel âge on leur donne à ces astéroïdes-là? À peu près 4,5 milliards d'années, l'âge du système solaire. Wow. Ouais, donc, c'est des roches. Ici, sur Terre, il y a le vent, l'eau, la vie, l'érosion. Donc, trouver des roches vieilles comme ça, c'est très rare. Donc, aller étudier les astéroïdes, c'est une chance inouïe, là, géologiquement puis astronomiquement. Et je me demandais également aussi, avec toutes les... On parle de fusées réutilisables. Pourquoi ça va être un grand pas pour tout le domaine, justement, de l'espace? Pourquoi on a besoin de ces fusées-là? Vous savez, Elon Musk dit, le président fondateur de SpaceX, dit on ne pourrait pas voler en avion s'il fallait l'acheter à chaque fois. Ça coûterait trop cher. Et là, c'est la même chose. On jette les fusées à chaque fois. Donc, c'est pour ça que l'exploration spatiale coûte si cher. Et donc, de faire les fusées plus fiables et de pouvoir les réutiliser, ça va permettre d'augmenter le nombre de lancements et de faciliter l'exploration spatiale. Et justement, peut-être la facilité avec avec nous qui veulent peut-être éventuellement aller. Mais ça va coûter très cher, par contre, un voyage dans l'espace, j'imagine. Est-ce qu'on sait... Ça va coûter extrêmement cher. Je ne sais pas l'ordre de grandeur. Donc là, on est à réutiliser le premier étage. On est à les faire réatterrir. Ensuite de ça, les boosters, les petites fusées d'appoint, les faire réatterrir. Et là, SpaceX travaille à récupérer ce qui ferme un peu, ce qui est la coiffe, là, ce qui ferme la charge utile, récupérer ces pales-là qui coûtent des millions de dollars chaque. C'est ça qu'ils essaient de récupérer. Donc, ça va très vite là, en ce moment, l'évolution des fusées réutilisables. Bon, bien, on souhaite au plus de gens possible de pouvoir s'y rendre un jour, moi y compris. Chronique 20, chronique festive avec Vicky Volikakis de chez Select Wines. Alors, c'est la période pour partager des vins, pour faire découvrir nos vins favoris avec les gens, nos invités. Et puis là, tu es mon invité, mais c'est toi qui me fais découvrir des vins. Tout à fait. Ben, en fait, vu que c'est Noël, tout ça, c'est festif, le premier de l'an, tout ça. Bref, tout le monde se reçoit, tout le monde s'amène des cadeaux. Souvent, on s'amène des bouteilles de vin. Des cadeaux d'hôtesse, ça se prend tellement bien. Alors, je vous apporte 3 spécialités par lot. Ce qu'on appelle spécialité par lot, ça veut dire que c'est pas disponible à l'année à la SAQ. Donc, c'est des réserves spéciales? Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça l'arrive juste une fois par année environ. D'accord. Alors, ça veut dire aller sur SAQ.com puis vérifier où est-ce qu'il y en a. Oh, il y en a un peu partout quand même, là. C'est juste qu'il n'y en aura pas toute l'année. Donc, on parle de celui-là ici. Oui, par contre. Le canon du Maréchal. Canon du Maréchal, ici, on est dans le Languedoc, Roussillon, sur Côte-Catalane. Ici, on est sur un vin bio 2017. C'est un très bel assemblage de muscat d'Alexandrie, muscat petit grain et de Viognier. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Alors, quand on parle de muscat, on parle de cépages très aromatiques. Oui, très. Vous voyez? Déjà, au premier nez, c'est très expressif. Oui. Je dirais que je sens presque une odeur de pomme. C'est moi qui me trompe ou... Il y en a, il y en a. Alors ici, on peut le servir soit en apéritif, soit en plat. Moi, la dernière fois que j'ai pris ça, là, je l'ai pris avec... Il est très bon tout seul comme ça, hein? Oui, exactement. C'est pour ça qu'en apéro, là, tu sais, des fois, avant qu'on s'assoie puis qu'on se déplace à la table, ça pourrait être super le fun. Moi, la dernière fois, je l'ai pris avec une soupe Bangkok. Alors, parce qu'il y a comme... la soupe Bangkok, c'est épicé. Ouais. Et ça, ici, il y a comme une petite... un petit aigre-doux dans la soupe Bangkok, non? Oui, c'est ça. Puis ici, on est comme sur quelque chose de plus fruité, puis une petite pointe de sucrosité. Mais vraiment, c'est sec quand même. Il y a juste 1,4 g de sucre, mais je trouvais que ça allait très bien. J'aimais beaucoup cet assemblage-là, vraiment. Ça pourrait être le fun. Aussi, avec une entrée d'asperges, ça pourrait être le fun. Ou même juste avec ma simple respiration, c'était délicieux. Tout à fait. Alors, si on est en bas de 20 $, ça peut être super le fun à faire découvrir à vos invités, peut-être. Bien, en tout cas, moi, je suis contente d'avoir découvert. Puis là, ensuite, on poursuit avec un vin rouge. Je sais que tu affectionnes plus les vins rouges d'habitude. Oui, avec un bon morceau de viande, oui.
Alors, ici, on est sur Saint-Émilion Grand Cru Antoine Mouex. On est sur le millésime 2014. Ici, on est sur 90 de Merlot et 10 de Cabernet Franc. D'accord. Bon, ben l'hiver, on fait des trucs plus des viandes braisées, des choses comme ça. Ça pourrait être le fun, là. Ça y va avec ça. Oui, exactement. Ça pourrait être vraiment... Ça provient de quelle région déjà? Ici, on est à Bordeaux. À Bordeaux. Antoine Mouex, Bordeaux, Saint-Émilion Grand Cru. Ça, c'est le genre d'arôme qui... déjà, j'ai l'eau à la bouche. C'est ça, tu sais, le petit cerise, le côté cerise, fruits rouges, fruits noirs. Ici, ça a fait 14 ans, 14 mois de fût de chêne, pas 14. Ça, là, c'est définitivement ma palette, comme tu dis, avec une viande braisée, là, un bon filet mignon, quelque chose, là, une bonne viande, là. Ah, ouais. Tu sais, vous voyez que c'est quand même assez corsé. C'est corsé, mais c'est pas c'est pas abusif. agressant, exactement, tu sais. Parce qu'il y a certains vins qui vraiment sont... Si tu n'as pas de bouffe avec, là, ça va se être prend plus... moins bien. Mais celui-là, on ne fait pas partie. Celui-là, il se boit bien comme ça. On pourrait le boire tout seul comme ça, mais avec une belle viande braisée, un bœuf braisé, l'agneau braisé, ça pourrait être super le fun comme accompagnement. Encore une fois, on est dans la vingtaine de dollars ici. Et puis... Puis à la fin, on a un porto. Oui. Parce que les digestifs, à la fin de la soirée, les soirées... C'est pas toutes les soirées qui sont arrosées, mais c'est toutes les soirées qu'on aimerait bien finir avec une bonne jasette, nos invités, puis un bon porto, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors ici, le porto blanc. On a les portos rouges, mais on a aussi les portos blancs. Ici, c'est un assemblage de Codega et Malvasia Fina. Et puis, on peut l'avoir soit en apéro. Hein? C'est quand même... Ça, c'est le plus sucré des portos que vous pouvez avoir. Là. Il y a quand même 138 grammes de sucre résiduel. C'est beaucoup. Wow. Mais par contre, quand vous le mariez avec quelque chose, ça va moins paraître le gros taux de sucre. Là. Ouais. Donc, l'Agrima, la fameuse maison Porto, Ramos Pinto, on peut l'avoir ici en apéro. On peut l'avoir aussi, tu sais, avec... soit les gens ils aiment ça commencer avec quelque chose de plus sucré, comme apéro. Sinon, on peut l'avoir avec du foie gras. Ça pourrait être super bien, parce que moi, j'aime bien l'assemblage sucré-salé. Oui. Et puis, on pourrait même l'avoir avec peut-être salade de calmar grillé. Oh! Tu sais, encore là, sucré, salé. Est-ce que c'est le genre de porto qu'on pourrait se faire, exemple, autour du feu chez nous autres avec les amis, le 1er janvier, on se réunit autour d'un feu, puis on se fait une coupe de petits verres à l'extérieur, du vin chaud, des petites affaires comme ça, mais c'est le genre de truc qu'on pourrait se faire à l'extérieur, finir la soirée, puis... Oui, ça pourrait être très bien, tu sais, justement, puis même avec des fois une planche de fromage, là. Oh, on devrait se faire ça maintenant, une petite planche de fromage. Sucré salé, ça pourrait être super le fun. Là. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Ici, on est dans la vingtaine de dollars. Vingtaine de dollars, donc abordable pour un porto. Oui, c'est ça. Puis ça, une fois ouvert, ça reste quand même pendant un petit bout, là, puisque c'est sucré. Hein? C'est pas comme c'est combien de temps? Puis comment est-ce qu'on le conserve, le porto? Il y a des gens qui vont tout simplement le laisser avec le bar à boisson, mais... Moi, je le mettrais au frais et à l'ombre, parce qu'on veut pas que la lumière atteigne le vin, pour pas que ça donne un goût de lumière aussi. Hein, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par un goût de lumière? C'est que, en fait, tu sais, quand la bouteille, elle est pâle et que la lumière... elle peut vraiment affecter le goût. Il y a une réaction chimique avec le produit. Ça peut affecter le goût du vin. D'accord. Alors, c'est pour ça que dans les celliers, il n'y a jamais des grosses lumières. Quand on rentre dans les celliers... C'est toujours sombre. C'est toujours sombre. Une certaine température, si jamais on a les deux... Le taux d'humidité aussi qui est adéquat. Oui, tout est très bien contrôlé. Quand c'est sucré comme ça, c'est quelque chose que, vu qu'il y a beaucoup de sucre, ça peut se conserver quand même assez longtemps. On parle d'environ combien de temps? On parle de semaines, de mois? Oui, on peut parler de semaines. D'accord. On peut parler de semaines. Et puis, tandis que, si on est sur un vin rouge qu'on vient d'ouvrir, bien, encore là, tu sais, si on a un bon bouchon préservé, on peut le garder peut-être maximum jusqu'à une semaine. Comme dans ce cas-ci, on a le corps à vin que tu nous as déjà montré dans une autre chronique, qui remplace en fait ce qui manque pour pas qu'il y ait de l'oxydation. Il va remplacer avec un autre gaz. Exactement. Fait que dans le fond, ici, vous allez avoir l'argon qui va comme stopper toute oxydation possible. Fait que donc, c'est de l'argon qui remplace l'air, qui remplace le volume manquant de liquide. Exactement. Puis ça, bien, c'est quand même... c'est un certain prix, mais tu sais, comme moi, pour mon travail, c'est parfait. Mais quelqu'un qui, par exemple, des fois, les couples, c'est pas toutes les deux qui boivent du vin, puis la personne aurait le goût d'en boire un petit peu ce soir. Mais ça pourrait, à chaque soir, ça pourrait être parfait parce qu'elle pourrait utiliser le corps à vin. Donc ça, vous allez dans les boutiques spécialisées, ils vont vous vendre ça et ça peut être très pratique. Moi, cette bouteille-là, je l'ai ouverte aujourd'hui. Par contre, ça pourra me durer environ un mois. Okay. Même si c'est un vin sec. Donc, c'est toutes des petites façons pour préserver nos produits plus longtemps. Puis c'est des idées cadeaux aussi pour le fervent de vin dans la famille.
famille. Tout à fait. La personne qui est vraiment très amatrice de vin, elle va être très contente de recevoir ça. Ben écoute, encore une fois, un gros merci, Vicky Volikakis de chez Select Wines. Donc, vous pouvez retrouver la plupart de leurs vins en SAQ. Et puis, je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci. On se revoit en 2019. Oui. Plein de bons vins, plein de bons temps. Puis, on est prudent à la maison. On appelle Nero si jamais on en a trop bu. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, joyeuses fêtes. Merci. Salutations à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un homme tellement impliqué ici à Laval. Et ça me fait plaisir d'accueillir Pierre Ancien. Bonjour, Monsieur Lapierre. Pierre, dis-moi, ton cheminement, tu as fait un parcours d'abord à l'extérieur du pays, toi. Ben, je suis né en Algérie, donc en Algérie? En partant pendant la guerre d'indépendance. Ah bon? Mais quelques temps après, il a fallu qu'on soit déplacé à cause des événements. Donc, on s'est réfugié au Maroc. Oui. Mais ça n'allait pas mieux. Quelques années après, il a fallu quitter puis retourner en France métropolitaine. Alors, ça t'a permis, en France, de suivre des cours, des cours en denturologie, quoi? Oui, ben d'abord des cours académiques conventionnels. Oui. Puis après, je me suis intéressé à la denturologie ou à l'industrie dentaire parce que j'ai 4 membres de ma famille qui sont dentistes, techniciens dentaires, céramistes. Donc, oui, de fil en aiguille, j'en suis venu à la denturologie. Tu as apporté la science française, tu l'as importée ici au Québec, et puis tu t'es établi un bureau ici comme dans ce domaine. Oui, ben les dents, c'est partout les mêmes. En Algérie, au Maroc, en France. Il y en a qui sont un peu plus incisifs ou qui ont un peu plus de mordant que d'autres, mais oui, effectivement, c'est ce que je sais faire pour gagner ma vie. Donc, ça a toujours été, depuis 30 ans, je suis entrepreneur. Donc, ça a toujours été mon entreprise qui m'a permis de financer mes projets sociaux, activités et tout ça. Pierre, maintenant, je sais que tu es très actif sur le plan social. Tu as fait des choses merveilleuses. Parle-moi un peu de tes principales réalisations. En arrivant au Québec, je suis surtout connu pour avoir fondé la chorale de l'accueil Bonneau. La chorale de l'accueil Bonneau, c'est toi qui as fondé ça? Oui, en 1996. Oui. J'étais bénévole à l'accueil Bonneau et puis je servais des repas. J'en avais un petit peu assez juste de leur donner à manger. Je pensais et je pense toujours qu'on peut aider quelqu'un en lui donnant à manger, en lui donnant des vêtements, un gîte, mais on peut aussi l'aider à retrouver son autonomie. La dignité aussi. La dignité. Et la musique, c'est tout indiqué. Est-ce que tu étais préparé à ça en musique? Déjà, est-ce que tu chantais? Est-ce que tu avais une formation musicale? Oui, effectivement, je suis allé dans plusieurs conservatoires de musique à Cannes et puis à Paris. Dans le 13e arrondissement, j'ai appris le chant lyrique, le chant choral. Et oui, donc la musique... et c'est peut-être un petit peu pour ça que je suis venu au Québec, parce que quand j'ai fait mes papiers et quand j'ai choisi un petit peu le pays dans lequel j'allais venir, on m'a dit qu'au Québec, tout commençait et tout se terminait par une chanson. Ah oui. Et effectivement, il y a une culture musicale assez impressionnante à cause des messes, des réunions familiales et vous chantez tout le temps. Oui, ah oui. Alors je dis, pourquoi pas la musique comme outil de réinsertion? Et c'est assez accessible, c'est très démocratique. Ben oui. Alors, j'ai fondé une chorale. Mais ça a été formidable, tout le succès que l'accueil Bonneau, que la chorale de l'accueil Bonneau a eu. Tout le monde en parlait, ça a été passé partout, à la télévision et partout. Ah, ça, par contre, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est arrivé, ça nous est tombé dessus un peu par hasard. Tout ce que je voulais, moi, c'est aider des hommes à retrouver la dignité, à avoir des revenus en chantant dans le métro, pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller à l'accueil Bonneau, mais qu'ils s'achètent eux-mêmes leurs repas, leur nourriture, qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs besoins.
Mais là, tout a embarqué, les médias, les gens nous ont été bien accueillis partout, hein? Ah oui. Maintenant, tu as continué, mais sous un autre nom. La chorale continue à opérer, mais sous un autre nom. Oui, il fallait, parce que l'Accueil Bonneau, après 6 ans, ils ont dit non, on veut se dissocier de vous. Oui. Donc, nous, on a continué. J'ai continué avec les mêmes gars, le même uniforme, le même répertoire, la même mission, mais on s'est rebaptisé la chorale sous les étoiles. Donc, c'est plus la chorale de l'Accueil Bonneau depuis 2003. Mais c'est très généreux de ta part parce que ça prend beaucoup de temps. Mais ils sont très généreux. Mais c'est valorisant aussi, je suppose. Hein? Ils sont tellement généreux. Ça m'aurait vraiment manqué dans ma vie que de mettre sur pied un groupe comme ça aussi attachant et de voir que permettre à 54 hommes, parce que c'est exclusivement des hommes, de sortir de la rue. C'est moi qui en reçois le plus dans tout ça. C'est formidable ce que ça fait. Maintenant, tu as été impliqué aussi sur le plan environnemental. Mais oui, par la force des choses aussi, un peu par accident. J'ai été un élu municipal pendant 4 ans à Laval-des-Rapides. Puis je me suis impliqué dans certains enjeux, dont la sauvegarde du boisé du Trécarré, au centre de notre quartier. Toute une bagarre. Oui, il y avait plusieurs visions qui se confrontaient. Et je respecte les autres visions. Oui. Mais il y avait une vision plus économique où il fallait sacrifier plus de la moitié du boisé pour des tours à condos de 25 étages, etc. Oui, pourquoi pas, j'ai rien contre le progrès, mais ailleurs, on garde une forêt vierge, surtout au centre-ville. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu battu, j'ai un peu insisté, disons, avec 6300 personnes qui m'ont épaulé pour sauvegarder. Puis je suis très très fier de savoir que pas loin d'ici, il y a un boisé qui est sauvegardé et qui ne va pas céder à l'appétit foncier, disons. Mais tu as reçu l'appui de beaucoup de monde. Les journaux, la télévision se sont emparés du projet et puis t'ont appuyé aussi. Mais un peu, si on peut faire un parallèle avec la chorale de l'Accueil Bonneau, c'est pareil, une idée qui plaît. Et puis tout à coup, tout le monde entre dans le bal, veut s'associer à ça. Une très très forte couverture médiatique régionale, avec le Courrier Laval, mais aussi nationale, avec le député, M. Saoul Polo, qui est aussi entré dans le bal. Évidemment, 6300 citoyens. C'est fantastique. Et les élus, le conseil de ville, ont voté majoritairement pour la sauvegarde, même si on n'était pas tout à fait d'accord. Ils sont très courageux d'avoir voté en faveur de ce... Oui. Maintenant, tu as aussi été un conseiller municipal qui était très impliqué et très populaire auprès de ses citoyens. Ça te manque encore? Ça me manque beaucoup. Oui, je suis un peu encore en deuil, là, ça fait 1 an. Ça me manque beaucoup. Vous en savez quelque chose, vous étiez un élu municipal, Monsieur Lapierre. Mais oui, c'est une histoire d'amour. À partir du moment où on accepte d'être le représentant d'un quartier, on met les 2 pieds dans toutes sortes d'enjeux. Et puis, on prend ça personnel. Là, ça devient nos enjeux. Et puis, en plus, moi, j'habite dans le quartier. Donc, quand les gens vivent des défis, moi, je les vis aussi avec ma famille. Alors, effectivement, il y a le boisé du Trécarré, mais il y a aussi la subvention pour les aînés. La ville ne voulait pas donner aux aînés qui habitent dans de petits appartements. Ils ne voulaient pas leur donner une subvention. Donc, je me suis battu et puis j'ai obtenu ça. Les mesures d'atténuation de la circulation. C'est pareil, c'était le 6 septembre 2016. Tout le conseil de ville... Pierre, on est obligé de l'attendre. Allons-y. On va être obligé d'interrompre, mais excepté, je pense que tu fais un travail magnifique. Moi, je suis fier de toi, je suis fier de te connaître, puis je suis certain qu'on va avoir le plaisir de se revoir, de communiquer ensemble. Je te félicite pour le beau travail que tu fais. Merci, Monsieur Lapierre. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète l'émission aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine, mais dans quelques instants, restez à l'écoute, fans de country, suivi par Bingo TV Laval à 9h30. La chance de gagner, dis-je bien, 3 500 $ en lot, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Pour la liste des détaillants de cartes de bingo tout près de chez vous, visitez le tvrl.ca ainsi que le facebook.com Bingo TV Laval. D'ici là, on se revoit la semaine prochaine.